Il est temps de plonger dans la mission. Vous êtes prêts ? Bouclez vos ceintures, direction un dispensaire dans la banlieue de Conakry, où Éléonore a passé 2 années de mission qui lui ont laissé des souvenirs inoubliables. Parmi tout ceci, quelques journées l'ont particulièrement marquée. Mais laissons-la nous les raconter, elle en parlera bien mieux que nous. Bonjour, je m'appelle Éléonore et j'étais en mission avec Fidesco en Guinée à Conakry de 2020 à 2022. Donc je suis partie après le premier confinement du Covid. Je venais d'être diplômée infirmière et je suis partie en mission, alors pas exactement en tant qu'infirmière, mais dans un dispensaire comme coordinatrice hygiène et adjointe du responsable de la nutrition. Et là-bas, j'ai rejoint une fille qui était déjà en mission depuis 1 an et j'ai accueilli la 2e année, ma 2e binôme. En Guinée, le mot vraiment qui signifie bienvenue, c'est Wantanara. Et ça veut dire concrètement « on est ensemble ». Et c'est vraiment un mot, une expression qui est énormément dite en Afrique et chacun a un peu sa traduction. Mais en Guinée, tout le monde te dit à la fin d'une petite conversation Wantanara. Ça veut dire vraiment « allez, on est là-dedans ensemble et puis on marche ensemble ». Quand je suis arrivée en mission, moi j'ai pas mal écouté les conseils de Fidesco essayer de faire attention les 6 premiers mois, à être plutôt dans l'observation que dans l'action. Évidemment, on va quand même agir parce que on est là pour faire des choses concrètes, mais on va plutôt essayer de pas trop entreprendre. Et du coup, j'ai été énormément là-dedans, donc j'ai pas entrepris tout de suite ma mission d'hygiène, qui était vraiment dans la coordination, donc ça nécessitait que je connaisse très bien le fonctionnement du dispensaire. Mais j'ai plutôt été à la nutrition au début, donc j'étais adjointe du responsable qui s'appelle Bankwi, qui est guinéen et qui était à ce poste depuis plusieurs années et qui avait besoin d'aide au niveau des statistiques, un peu d'informatique, du management de l'équipe et puis finalement de la sensibilisation, de toujours avoir des nouvelles idées pour aider les mamans à bien nourrir leurs enfants. Et en fait, donc j'ai énormément suivi les filles de l'équipe pendant quelques semaines. Et puis au bout d'une semaine ou un mois, au bout d'1 ou 2 mois, je savais très bien quoi dire aux mamans. J'avais bien compris comment il fallait sensibiliser, j'avais bien compris la prévention. Et c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir leur dire. Parce qu'en réalité, en Guinée, il y a à peu près 30% de la population qui ne parle pas français. Donc en fait, c'est énorme parce que ça touche évidemment les familles les plus pauvres. Et au dispensaire, la vocation du dispensaire était vraiment d'accueillir les plus pauvres avec des soins de qualité. Donc, en fait, la quasi-totalité de nos patients étaient des gens qui parlaient pas français, ou soit quelques mots. Et puis en plus, les Guinéens, ils ont, comme énormément de personnes en Afrique, ils ont tendance à dire oui, même quand ils savent pas. Donc, tu fais une longue tirade à la maman sur la nutrition de son enfant, tu lui demandes si elle a bien compris, elle dit oui, oui. Et puis en fait, c'est hyper nécessaire de redire alors qu'est-ce que tu as compris, redis-moi. Et en fait, pour ça, on est obligé d'apprendre le soussou. Parce que sinon, on ne pouvait pas communiquer avec elle. Sinon, ça rentrait par une oreille. Et puis, en fait, on lui donnait quelques denrées et du coup, elle était contente. Et en fait, elle avait rien appris concrètement. C'était pas de l'éducation. Et nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est de la vraie éducation, de la vraie prévention pour que les enfants ne reviennent pas encore plus malnutris. Et voilà, et d'essayer d'aider en tout cas ces gens à faire du mieux possible pour leurs enfants. En Guinée, moi, il y avait quelque chose qui me faisait un peu peur avant la mission. C'est comme la formation Fidesco est assez complète, on nous dit de bien faire attention à arriver à pas mettre les pieds dans le plat, à bien demander un peu quelles peuvent être les choses importantes dans la culture. Donc moi, comme il y avait déjà 3 personnes qui étaient présentes quand je suis arrivée, qui étaient présentes depuis 1 an, j'ai tout de suite demandé quels étaient les tabous, quelles étaient les choses, il fallait faire hyper gaffe pour pas frustrer les gens. Et ils m'ont dit « mais non, mais il y a rien. En Guinée, il n'y a rien. Enfin, on peut parler de tout. On peut parler d'argent, on peut parler d'amour, on peut parler de nos frustrations, de la mort, de la vie, de tout. Et donc, ça m'a vraiment décomplexée au début. Et en plus, je suis arrivée dans une équipe au dispensaire Saint-Gabriel à Conakry, qui a été créée en 1987 à la demande du cardinal Sarah, qui à l'époque était archevêque de Conakry. Et il a donc créé ça avec des volontaires Fidesco, donc c'est une œuvre de Fidesco. Et aujourd'hui, c'est géré par des volontaires, donc environ 5 volontaires sur des gros postes. Mais en fait, le gros de l'équipe sont guinéens. Et donc, ça va de tout. Ça va du médecin, à l'infirmière, l'aide-soignante, au personnel de ménage, à la nutrition,
au personnel administratif, ils sont tous guinéens et en fait, pour la plupart, ils bossent là depuis plusieurs années. Ça peut faire 1 ou 2 ans, comme ça peut faire 30 ans. Et ils sont très, très accueillants. Ils savent qu'on est là pour 2 ans parce qu'ils ont l'habitude de voir passer des volontaires. Et pourtant, ils restent hyper accueillants. Ils restent hyper bienveillants envers nous. Ils sont pas du tout pressés parce qu'on comprend pas au début. Ils vont tout de suite nous répéter. Ils vont assez facilement se moquer de nous parce que c'est aussi un trait des Guinéens. Ils vont dire « Ah, toi, tu fais comme ça. Toi, tu es comme ça. » Et puis, ils vont facilement un peu se moquer de nous. Mais tout ça, ça permet aussi de nous détendre et de nous dire qu'en fait, ouais, on est là un peu dans une famille. Et ça va être nos familles, nos collègues pour 2 ans. Et c'est des personnes qui vont rester vraiment gravées dans nos cœurs alors que vraiment pour eux, c'est pas facile. Enfin, je leur redis que c'est pas facile pour eux de voir passer des volontaires s'attacher énormément à eux et les voir partir au bout de 2 ans. Et concrètement, ma journée au dispensaire, on avait la chance d'avoir une semaine plutôt où les jours se ressemblaient. On avait des semaines de travail de 8 heures à la fin du travail qui pouvaient dépendre. Les lundis, quand c'était des grosses journées, environ jusqu'à 17-18 heures. Et puis d'autres jours où on finissait un petit peu plus tôt. Et en gros, le matin, on se levait avec ma coloc, on s'habillait, on éteignait notre ventilo, et puis on allait petit déjeuner. En fonction de la saison, on n'avait pas tout le temps les mêmes choses. Globalement, il y avait toujours des bananes et du café, même si c'était pas très bon. Mais après, on pouvait avoir des oranges, des pastèques et, grande chance, on avait du pain. Puis après, on partit au dispensaire. On avait encore une fois la chance d'avoir les voitures du dispensaire qui étaient à notre disposition en dehors des heures de travail. Donc en fait, on devait l'amener sur le lieu de travail pour la journée puisqu'il pouvait servir. Et donc, on conduit notre pick-up sur les routes guinéennes pleines de trous pour arriver au dispensaire, s'il n'y a pas trop d'embouteillage. Et puis, on arrivait à l'heure pour la louange avec les autres volontaires et puis tous les membres du personnel qui le voulaient. Parce qu'en Guinée, il y a 80% de musulmans et un peu moins de 10% de chrétiens. Et là-dedans, pas mal de catholiques. Et au dispensaire, c'était pas représentatif du peuple guinéen, c'était plutôt 50-50. Et puis après, on se mettait à travailler. Les débuts des patients étaient rentrés par ordre d'arrivée. Donc, ils ont un petit ticket le matin qui est donné par les gardiens dès à peu près 5 heures du matin pour les premiers qui arrivent. Et puis, ça rentre jusqu'à 10, 11 heures, midi parfois. On avait à peu près 500 patients par jour. Une fois que les patients sont rentrés dans l'enceinte du dispensaire, ils vont payer leur ticket. Ça, c'est une grande particularité en Guinée. Les patients payaient une seule fois, alors que dans les autres centres de santé, ils payaient une fois l'entrée, une fois les examens, une fois la consultation, une fois les médicaments. Voilà, nous, en fonction de ce qu'ils voulaient, ils payaient un ticket enfant, un ticket adulte, un ticket, par exemple, diabétique qui pouvait être plus cher, ou un ticket enfant brûlé, ou ce genre de choses, sachant qu'on avait énormément de services qui étaient gratuits. Par exemple, la nutrition, là où je travaillais. Et donc, à la nutrition, moi, c'était vraiment ma matinée, tous les jours. J'arrivais, on recevait les petits bébés de moins de 3 mois, puisqu'on avait le tout début de la prévention à faire avec l'allaitement. Et ça, c'était vraiment primordial, de remontrer aux mamans la bonne position, de montrer à maman la bonne alimentation qu'elles doivent avoir, les bons gestes à avoir. Souvent, on va avoir des bébés qui sont assez gros, assez bien nourris jusqu'à 6 mois, parce que c'est bien rentré dans les mœurs maintenant qu'il faut allaiter jusqu'à 6 mois, enfin, on leur conseille. Et puis, à 6 mois, un poids qui dégringole, parce que les mamans savent pas quoi donner à manger et elles vont passer assez directement au riz ou à la bouillie avec de la farine et de l'eau, ce qui est pas du tout complet et enrichissant pour l'enfant. Et en fait, c'est évident, c'est comme nous ici, s'il y avait personne qui nous disait... ni notre maman, ni notre médecin, ni personne, on saurait pas trop ce qu'il faut donner à manger à un bébé. Et là, c'est pareil, sauf qu'elles ne savent pas lire, qu'il y a personne pour leur dire ça. Et donc, elles vont assez rapidement donner à manger un petit peu ce qu'elles pensent être bon. Et puis, en oubliant les fruits et les légumes, ce qui peut être très, très grave pour un enfant malnutri. Après, s'il chope un palu, il peut mourir assez facilement. On recevait les mamans des petits bébés le matin. Après, on recevait les mamans qui revenaient après leur consultation, donc le lendemain ou le surlendemain, pour faire une recette de cuisine adaptée à l'âge de leur enfant, où on offrait tout, sauf quelques aliments frais qu'elles devaient amener elles-mêmes. Mais sinon, tous les aliments secs, on les avait. Et c'était le principe, c'était vraiment de faire des recettes avec
les aliments trouvables sur le marché facilement, pas à des prix élevés et qu'elle puisse refaire facilement chez elle. Voilà, donc ça, c'était vraiment une bonne partie de la prévention aussi. Et puis après, on avait le bureau des malnutris où pendant toute la journée, on nous adressait des malnutris pour faire des tests d'appétit avec un petit aliment thérapeutique donné par l'UNICEF à base de pâte d'arachide, où on testait si l'enfant allait bien ou pas pour s'alimenter lui-même. Et si c'était pas bon et qu'il y avait malheureusement trop de complications, par exemple des complications respiratoires ou une anémie, à ce moment-là, on le référait à l'hôpital. Il y a un hôpital en Guinée qui s'appelle l'INSEE qui accueille tous les enfants malnutris. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en sortent. Donc ça, voilà, c'est une réalité, mais un peu dure. Mais une réalité quand même. Et moi, mon travail, concrètement, ça a été de mettre en place le suivi de ces malnutris qui n'était pas très bien fait. Donc avec un tableau, d'essayer de référer les enfants de manière un peu plus facile parce que quand je suis arrivée, c'était pas très simple. Il y avait pas de convention écrite avec cet hôpital, donc on a mis en place un partenariat, etc. Moi, j'ai aidé Banqui du coup à gérer tous les stocks. Donc on avait des stocks qui nous étaient donnés par le programme d'alimentation mondiale et par UNICEF. Donc ça, fallait gérer à la manière guinéenne, donc c'était pas toujours très facile, mais c'était sympa parce que moi, j'aime bien cette partie du travail. Voilà, de se rendre compte aussi de c'est dans leur culture, de pas forcément faire les choses à temps et comme on le veut, mais bon voilà, c'est pour le coup notre travail d'essayer que ça se fasse quand même bien pour le bien des patients. Dans toutes nos tâches au dispensaire, on travaillait toujours avec les Guinéens. C'était hyper important de pas commencer à faire quelque chose sans l'avis des Guinéens, sans concrètement avoir vu un besoin et avoir vu une demande ou un tel qui dit tiens ça c'est pas top, on pourrait faire mieux. Et ça venait toujours de là. Et quand nous on avait une idée, ce qui m'est énormément arrivé avec ma mission d'hygiène, parce qu'on devait respecter les normes de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui nous demandait beaucoup de choses, surtout en cette période de Covid. Il fallait toujours aller demander l'avis. Est-ce que vous pensez que ça, c'est faisable? Est-ce que vous pensez que les patients vont comprendre? Est-ce que vous pensez que ça va perdurer? Parce qu'en fait, ça sert à rien de mettre des choses qui vont en place, qui sont très belles sur le papier et qui pourtant, en fait, vont pas marcher ou vont tomber à l'eau parce que ça va embêter tout le monde. Par exemple, on a eu pas mal de problèmes avec la formation. Ça a été une demande du personnel d'être mieux formé. Et en fait, ça marchait pas parce que eux, quand le travail était fini, ils avaient pas envie d'assister à une formation, ils voulaient rentrer chez eux. Donc ça, c'était très, très dur. Et c'est pour ça qu'il y a Ludivine, une autre volontaire Fidesco qui est arrivée pour justement travailler sur ça. Et ça, c'était géré du coup par la médecin-chef qui était guinéenne, le docteur Ange. Et pour le coup, c'est vraiment un ange. Et elle était très respectée, très écoutée du personnel. Du coup, ça passait mieux par elle parfois que par nous. Comme ça, en fait, on travaillait vraiment main dans la main. Nos journées se terminaient relativement tôt, vraiment en fonction du travail. Et donc, quand le travail était fini, c'est-à-dire les patients étaient tous consultés, on avait le droit de partir. Et puis après, c'était vraiment en fonction de ce qu'on voulait. Donc, la plupart des personnels guinéens rentraient pour pouvoir s'occuper de leur famille, faire leur repas du soir. Et puis nous, souvent, on restait un petit peu, on avait nos petits projets. Moi, j'aimais bien passer le temps à faire un peu de peinture, un peu de sensibilisation. J'ai fait quelques peintures de panneaux sur les portes ou sur les murs pour pouvoir mieux diriger les gens avec des systèmes de couleurs qui avaient été déjà commencés par le directeur avant moi. Et ça, c'était assez intéressant. Et puis, ça nécessitait d'avoir le dispensaire vide, donc on en profitait le soir. Et puis, quand vraiment on décidait de rentrer, moi, je m'organisais avec ma coloc. Donc, la première année, ma binôme, c'était la responsable de la pharmacie qui avait vraiment beaucoup de boulot. Et donc, souvent, je rentrais bien avant elle. Et je passais au marché à pied pour pouvoir aller prendre chaque jour de quoi nous sussenter. Et puis, en fait, on avait énormément de produits frais qui étaient nécessaires parce qu'on avait un frigo, mais qui marchait pas toujours bien. Puis, en fait, les choses se gardent très peu. Tout ce qui est, par exemple, lait, c'était en poudre. Café, pareil, on n'avait pas de machine à café, mais voilà. Et après, dès qu'on voulait faire souvent, on avait beaucoup de tartes parce que c'était un des seuls trucs qu'on pouvait faire un peu français ou de choses qui se font au four. Parce qu'on n'avait pas de fromage, mais du coup, on faisait facilement des pâtes à tarte en faisant, par exemple, un mélange d'huile, de farine et d'eau, quoi. Avec, du coup, tarte aubergine, tarte aux oignons, qu'on a beaucoup mangé ça.
Et après, tout ce qu'on garde, de toute façon, c'est attaqué par les fourmis ou les bêtes, donc on est obligé de mettre dans des boîtes fermées. Enfin, voilà, c'est une petite habitude à prendre. L'eau, on peut pas la boire au robinet, il faut qu'on mette du chlore dedans. Quand on revient du marché, il faut que tous les aliments qu'on a achetés, on les mette au moins 2 heures dans le chlore. Donc, on peut pas faire la cuisine tout de suite. Enfin, voilà, c'est assez contraignant. Et puis en fait, après, on prend le pli. Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai mis à peu près 1 mois à m'habituer à boire l'eau au robinet parce que ça me faisait vraiment très, très bizarre. J'avais l'impression que j'allais choper une maladie. Ça, c'est des choses qui, du coup, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une coloc qui était là pour m'accueillir, qui avait déjà passé 1 an ici, donc qui pouvait me montrer les choses qu'elle savait. Et la 2e année, à mon tour, j'ai accueilli Anne et j'ai pu lui montrer un petit peu la vie en Guinée. Et voilà, après, on avait, en fonction du soir de la semaine, soit nos petites activités personnelles, soit on était invités chez des Guinéens. Il pouvait y avoir un baptême, des condoléances à les présenter à une famille qui a eu un décès, des petites choses comme ça, qui étaient quand même qui revenaient assez souvent. Et sinon, on rentrait chez nous, on allait refaire notre petite forfait de téléphone parce qu'on était allés un peu trop sur Instagram la veille et qu'on avait tout cramé. Ou alors, après être passée au marché, j'allais saluer des voisins. Je pouvais me faire inviter parfois chez les uns ou les autres. Ou alors, j'allais juste me poser dans la rue avec mon appareil photo et les enfants du quartier venaient autour de moi. Et en fait, c'était des amis, des enfants, des volontaires qui habitaient avec nous. Dans la maison, l'appartement collé. Et du coup, c'était des enfants qu'on connaissait très bien. Donc, c'était hyper facile d'avoir un contact avec eux. Et puis, en fait, comme on habite là depuis la maison dans laquelle on était, ça faisait à peu près 15 ans qu'il y avait des volontaires. Donc, les gens du quartier étaient vraiment habitués à nous voir. Et puis après, le soir, souvent, moi, j'avais la chance d'avoir un grand disque dur avec plein de films. Et du coup, avec ma coloc, on regardait souvent un petit film ou on avait quelques séries. Et puis, franchement, on se couchait pas tard. Sauf quand on avait des sorties ou qu'on était invité quelque part. Mais sinon, on avait besoin de bonnes nuits de sommeil pour pouvoir vraiment bien, tenir le coup avec la chaleur, la nourriture qui peut être très différente et le corps qui a besoin de s'adapter parfois. On prenait à peu près 3 douches par jour. Non, au moins 2. Franchement, au moins 2 douches. Voilà, on dormait sous une moustiquaire. Ça, c'est vraiment la base, c'est hyper important. Moi, j'ai eu 3 palus pendant mes 2 années de mission qui n'ont pas été graves parce que on travaillait dans un dispensaire, donc on avait la possibilité de faire des tests assez rapidement. Et puis après, dès qu'on prend le médicament, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut faire hyper attention. Moi, je me suis pas posé la question de faire 1 an ou 2 ans de mission. C'était 2 ans d'office parce que j'avais 2 ans à offrir. En fait, j'avais pas de contraintes. Et les fruits de ce choix, je les ai vraiment vus parce que au bout d'1 an, déjà, j'avais vécu pas mal de choses difficiles la première année. Et donc, je pense que d'être restée sur ça aurait été assez dur. Ça aurait été dur de revenir en France sans avoir pu passer au-dessus de ces choses-là. Et ça aurait été dur de me dire que ma mission était, entre guillemets, réduite à ça. Parce que je l'avais vraiment... c'était vraiment quelque chose de dur. Une épreuve qui prenait un petit peu toute la place. Et la 2e année, ça s'est réglé. Et la 2e année, j'ai vraiment pu profiter de la mission telle qu'on l'entendait, telle qu'on la voyait, déployer les ressources que j'avais auprès des personnes que je venais servir, comprendre un peu et voir les fruits, puisque on comprend mieux la culture, on est plus dans le bain. Et du coup, forcément, en fait, tout est plus compréhensible la 2e année. Alors, tout n'est pas plus facile, mais tout est vraiment plus compréhensible. Pour le coup, on accueille beaucoup mieux les choses, que ce soit des choses dures ou moins dures. Et moi, je suis vraiment heureuse d'avoir fait une 2e année parce que j'ai vraiment eu ce sentiment d'accomplissement. Et aussi, il faut le dire, au bout de la 2e année, il y a des choses, on en a marre aussi. Moi, ça a été vraiment la nourriture. Et du coup, j'étais aussi contente de rentrer en France. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'étais rentrée au bout d'1 an où j'en avais pas trop marre. Moi, j'encourage en tout cas les gens qui n'ont pas de limites ou qui n'ont pas de contraintes à faire 2 ans de mission.
un de mes souvenirs les plus marquants en Guinée. En fait, tout le quotidien était assez fou. Mais ça, c'est vraiment 5 jours qui étaient incroyables et vraiment inattendus. C'est le pèlerinage de Bofa. Bofa, c'est le lieu là où il y a eu les premiers missionnaires, donc il y a un siècle, en Guinée, qui sont venus évangéliser là et qui ont créé un sanctuaire marial, donc le sanctuaire de Bofa. Et donc les premiers chrétiens viennent de là, la première église de Guinée est à cet endroit-là. Et tous les ans, il y a un pèlerinage qui se fait sur 5 jours, où on marche la nuit. Et on arrive là-bas, on passe 2 ou 3 jours sur place avec des conférences, des veillées. Là, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas eu le pèlerinage. Il y avait des gros travaux au sanctuaire pour pouvoir accueillir plus de monde et puis dans de meilleures conditions. Donc maintenant, il y avait un grand hangar qui pouvait accueillir, il me semble, 12 500 personnes. Donc je pense que c'est à peu près la totalité des Guinéens catholiques, oui. Et puis on était à peu près 1 millier à marcher donc de nuit, et puis le reste des gens, donc ça pouvait être des personnes plus vieilles ou qui marchaient pas ou qui venaient de loin, qui nous rejoignaient sur place. Et donc dans ces 5 jours de marche, donc ces 5 nuits de marche, il y a des très belles choses qui se sont vécues. Moi, j'y suis allée un peu en sachant pas trop à quoi m'attendre. En plus, personne venait avec moi dans les volontaires. Donc je me suis retrouvée dans un groupe de la paroisse. Heureusement, je connaissais vraiment bien ces jeunes-là qui avaient à peu près mon âge et qui faisaient partie de la chorale dans laquelle mes 2 colocs étaient. Et du coup, je les connaissais bien parce qu'on les recevait souvent à la maison, on avait souvent des choses ensemble. On s'est mis à marcher le dimanche vers 17h. Et puis moi, j'avais mis mes tongs parce que c'est les chaussures habituelles. Et puis j'avais mes baskets quelque part dans mon sac en prévoyant de les mettre au début de la marche, quoi. Et en fait, au début de la marche, je vois absolument personne qui met de baskets. Donc je me dis, non, j'avais pas des baskets. En plus, j'avais des sandales en cuir, mais de marche, un peu comme les sandales de religieuses, là. Mais c'était des chaussures qui étaient mieux que des tongs. Et là, je vois personne. Donc je me dis, je vais faire comme eux, je vais attendre. Peut-être que c'est normal, peut-être que là, il y a une pause dans pas très longtemps et que c'est pas tout de suite qu'il faut mettre ses chaussures pour marcher. Et en fait, tout le monde avait des chaussettes à l'intérieur sous les tongs. Et donc moi, j'ai fait pareil. Et en fait, j'ai pas quitté ces chaussures-là de 5 jours. Et j'ai pas eu mal aux pieds. J'ai eu 0 ampoule alors qu'on a fait plus de 100 kilomètres. C'était absolument fou de se dire qu'en France, on aurait fait un pèlerinage comme ça en tongs. J'arrive pas trop à imaginer. Et donc, on a marché toute la nuit en faisant des grandes pauses. Et on arrivait à peu près sur le lieu du campement à 9h le matin. Pendant la nuit, il y avait des grands panneaux sur le côté de la route qui disaient soit prière, soit silence, soit chant. Et du coup, en fonction des grands panneaux qu'il y avait, qui étaient tenus par des scouts sur le bord de la route, on savait que c'était le moment du chapelet ou le moment du silence ou le moment où on pouvait chanter. Et donc les chapelets, les Guinéens, c'était fou. On pouvait en faire 3 ou 4 par nuit. Et c'était vraiment beaucoup plus priant que des pèlerinages que j'ai pu faire en France. Et ce qui était marrant, c'était que dans les moments de détente, alors il y a quelques moments où on parlait tranquillement, mais la plupart du temps, c'était vraiment des chants, donc c'était toujours les mêmes. Et c'était des gros chants africains, catho, mais vraiment des chants que j'écoute encore aujourd'hui, tout le temps, quotidiennement, parce que c'est des chants qui sont hyper entraînants, hyper... vraiment un peu comme du gospel. Je sais même pas décrire, vous irez chercher. Et puis en fait, les Guinéens, ils peuvent pas chanter des chants comme ça sans danser. Et du coup, on se retrouvait à marcher des centaines des dizaines de kilomètres en dansant, avec une moto qui nous suivait de notre chapitre, avec une énorme enceinte attachée dessus, et qui diffusait ces chants-là, mais hyper fort. Et on passait dans les villages comme ça, la musique à fond, en dansant, en tournant sur nous-mêmes. C'était incroyable. Et moi, je m'attendais vraiment pas du tout à vivre ça. Et pour le coup, on sentait pas du tout la fatigue parce qu'on avait quand même des grandes pauses. Et arrivé sur les lieux, la journée, il faisait très très chaud. C'était en mars, en mai, c'était un petit peu après Pâques. Et il faisait très 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 chaud. Et du coup, c'était vraiment pour ça qu'on marchait pas la journée. Et on avait des tentes qu'on récupérait du coup le matin et qui étaient dans des cars. Et on se mettait sous la chaleur des tentes ou sur des grandes bâches
là où on pouvait, là où on trouvait un mètre carré d'ombre. Et on dormait comme ça toute la journée en mangeant du riz à peu près 2 ou 3 fois dans la journée. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, on allait à droite à gauche, voir les uns et les autres, voir les différentes paroisses de Conakry qui étaient là pour marcher. C'était vraiment incroyable. Et les gens qui avaient du riz qui était prêt, ils te disaient invitation. Et puis tu venais manger avec eux alors que toi, tu avais ton repas qui t'attendait 1 heure après. Enfin, genre, c'était vraiment hyper simple comme ça. Et puis c'était vraiment un mode de vie à la guinéenne. Donc le riz, on le mange dans les bassines, à la main, avec le piment, il n'y a pas de couvert. Puis on crache les petits morceaux à côté de poulet. Enfin, c'est vraiment la guinéenne. Donc heureusement que moi, j'étais quand même là depuis 1 an et demi. Donc j'avais pas trop, je suis pas trop tombée de haut. Et puis un truc particulier aussi, c'était par exemple pour la toilette. Parce que soit on avait de la chance, il y avait des espèces de petites cabanes pour te protéger, où tu pouvais aller dedans, mais jamais tout seul parce que ça prend trop longtemps. Donc on est à 3 ou 4 filles et puis on va se laver comme ça. J'avais un peu l'impression d'être Kirikou, quoi. C'est arrivé 2 nuits qu'il n'y ait pas de petites cabanes comme ça, donc on allait dans la forêt. Moi, c'est vraiment des choses, je me dis, je sais pas si je les revivrai une fois de ma vie et j'en ai vraiment profité à fond. Je vous jure qu'à la fin de la semaine, j'avais pas l'impression d'être blanche, quoi. Et j'avais vraiment l'impression d'être africaine et personne... Pour le coup, c'était quelque chose qui était très présent dans notre vie à Conakry, la blanche, tout le temps. Il y avait un mot en soussou pour dire ça, c'était FOT. On entendait ça, mais à longueur de journée. Et là, à Bofa, pas trop. Et puis à la fin, arrivé à Bofa, on a eu des très très belles messes. Il y avait plusieurs évêques qui étaient là, l'archevêque de Conakry. Il y a le président qui est venu, le président de la transition, qui avait fait un coup d'état pas très longtemps avant, et qui est venu saluer les catholiques de Guinée. C'était vraiment une première. Les Guinéens étaient très, très, très heureux d'avoir comme ça une reconnaissance, alors qu'en plus, ce monsieur est musulman. On a eu un très beau chemin de croix, on a eu des très, très belles veillées dansantes et priantes, et puis la messe à 12 000, quoi. Donc c'était les mêmes chants que ceux qu'on a eus sur la route, mais tous ensemble sous un hangar, avec la chaleur, en robe du dimanche et en talons hauts. Enfin, c'est vraiment dingue. Entre la première et la deuxième année, il y a vraiment eu des changements. Il y a eu des changements dans ma façon de vivre, dans les choix que je faisais au quotidien, dans les efforts que j'avais envie de faire. Je vous ai dit au début que je passais pas mal de temps sur Instagram. C'est vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi, la déconnexion. Parce que en fait, on captait quand même à pas mal d'endroits, sauf que ça coûtait très cher. Et en fait, un quart d'heure passé sur Instagram ou sur Facebook, ça me coûtait quasiment mon forfait de la semaine. Pourtant, je le faisais et j'arrivais pas trop à arrêter. Donc, il y a des moments où j'arrivais bien et puis d'autres moments où c'est plus dur. On peut avoir un petit peu de cafard ou un peu de trucs comme ça. Et puis du coup, c'est plus dur de se mettre un peu de barrières ou d'essayer de faire des efforts. Et au niveau de la foi, la mission a changé quelque chose, vraiment. Ça, c'est sûr. Elle a ancré des choses. Elle m'a mine de rien habituée à des choses. Elle m'a habituée à prier, elle m'a habituée à faire confiance en Dieu. Et elle m'a habituée à reconnaître aussi la providence dans ma vie, à reconnaître les clins d'yeux qu'il peut y avoir. J'en ai eu de très beaux en rentrant de mission. Peut-être c'est aussi la foi des Guinéens qui m'a aidée à avancer. On avait des messes qui étaient très belles, on avait une paroisse qui était très accueillante et dans laquelle on était les seuls blancs. Et tout le monde nous connaissait. Et comme dans le quartier, dès que les gens nous croisaient, les gens savaient où on travaillait, comment on s'appelait, qui on était, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de reproduire en France, d'essayer d'accueillir un peu les gens aussi de cette manière-là. De se dire que, voilà, moi, j'ai reçu telle chose. Je peux essayer aussi à ma manière de le reproduire dans ma vie post-mission. Merci Éléonore de nous avoir raconté ta mission et de nous avoir partagé tes souvenirs de ce pèlerinage qui a l'air incroyable. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous raconter pourquoi en commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires de mission, rendez-vous sur nos réseaux, sur Instagram et sur Facebook.
et sur le site de Fidesco. Pour replonger au cœur de la mission avec un nouvel épisode, on se retrouve dans un mois. Je vous dis donc à bientôt.